Émission hebdomadaire, l'invité du jeudi. L'invité du jeudi, aujourd'hui, a le plaisir de recevoir Monsieur Loïc Ocha-Oregui. Monsieur Oregui, bonjour. Bonjour Romain et bonjour aux auditeurs. Bien sûr, notre émission aujourd'hui est une émission consacrée à l'actualité politique et institutionnelle. Vous le savez, hier, le pays a été marqué par l'élection du Congrès, l'élection du nouveau bureau du Congrès, mais aussi, rappelons-le, il y avait une marche à l'appel du Rassemblement indépendantiste et nationaliste pour l'inscription automatique des Kanaks au corps électoral du prochain référendum. Monsieur Oregui, pour commencer, donc hier matin, le pays s'attendait donc à l'élection de ce nouveau bureau du Congrès. Il y a eu, je le rappelle simplement aux auditeurs, que 3 candidats en liste pour la présidence, notamment dont un indépendantiste proposé par les 2 groupes indépendantistes et 2 loyalistes. L'indépendantiste, bien sûr, c'est Monsieur Rokwamitan, proposé par l'UNI et l'UCFNKS et nationaliste dont vous appartenez, donc au sein dont vous êtes donc dans le groupe UCFNKS et nationaliste. Quelle est votre réaction après l'élection, bien sûr, de Monsieur Santa au perchoir, un nouveau mandat donc pour Thierry Santa? Pour moi, sans surprise. Même s'il y avait 2 candidatures déposées à droite, il était clair, en tout cas pour moi, peut-être pas pour d'autres indépendantistes, mais pour ce qui me concerne, il était clair que c'était juste pour un rapport de force, pour montrer une présence entre ceux que je nomme les pro-colonialistes. Et donc, j'ai pas été surpris quand au 2e tour, la candidature de Monsieur Bernu, émanant donc de ce groupe nouveau, de ce petit groupe, a été retirée. Les déclarations permanentes de Madame Sonia Backès, de Philippe Blaise, Madame Sonia Backès, présidente du groupe Les Républicains Calédoniens, nouveau groupe, et Philippe Blaise qui en fait partie, il est clair qu'ils ont toujours été contre le fait qu'un indépendantiste puisse arriver à la présidence du Congrès. Il faut dire que, simplement souligner que l'accession à la présidence du Congrès par un indépendantiste, c'était dans un contexte bien particulier. C'était donc après la chute du gouvernement Gomez par rapport au drapeau Kanaki. C'est ça qu'il faut quand même rappeler, quoi. Et que il y avait eu donc, on va dire, une organisation nouvelle au niveau du gouvernement qui est apparue aussi au niveau du Congrès. Et donc au niveau du gouvernement, le Calédonie Ensemble ayant perdu la présidence, un accord tacite, on va dire, et donc fidèle à la proportionnelle des membres du gouvernement, donc a permis donc aux représentants du RUMP d'accéder donc à la présidence du gouvernement. En contrepartie, Monsieur Rokwamitan, donc émanant du groupe UCFNKS, a pu accéder donc à la présidence du Congrès. Mais numériquement, les non-indépendantistes, les pro-colonialistes sont toujours majoritaires. Ils ont 29 voix et nous 25. Donc lorsque les choses redeviennent normales entre ces formations, évidemment que le nombre porte quelqu'un de leur camp à la présidence du Congrès. Et donc aujourd'hui, quand je vois depuis les législatives, cette plateforme concoctée entre les 2 tours chez les pro-colonialistes et puis ce qui s'est passé hier au Congrès, j'ai eu une pensée à un moment donné quand je me suis souvenu du communiqué du FLNKS portant Philippe Germain à la présidence du gouvernement. Pour moi, à ce moment-là, c'était une erreur politique très grande de croire que Calédonie Ensemble, Philippe Germain, il pouvait être avec nous.
eh bien, ils l'ont montré pendant les législatives, après, et puis tout le temps, on a des retours de décision concernant donc le comportement anti-indépendantiste du président du gouvernement, porté donc grâce au FLNKS. Alors, donc, à la fin, on va dire que c'est conforme. C'est conforme à la représentation de chacun. Le président, le premier vice-président, enfin les vice-présidents étant aussi élus issus de la proportionnelle au niveau de cette élection, eh bien, le premier vice-président, donc les deux postes clés du bureau du Congrès. Ensuite, le président de la commission permanente, aussi un poste clé de la présidence du Congrès, revient toujours aux procolonialistes. Donc voilà. Enfin, pour moi, j'étais pas surpris. Et donc, la leçon à tirer, c'est que quelle leçon on va retenir de tout ça? Il faut pas se faire d'illusions. Faut compter sur soi-même. Faut arrêter de se faire d'illusions, de croire que ces gens-là, ils peuvent changer. Et après bientôt 20 ans d'accord de Nouméa, mais les faits sont là, la réalité elle est là, et tout ce qui se passe dans la société est bien le reflet de cette situation-là, cette situation, cette société-là qui tourne le dos au Kanak, elle l'a toujours fait. Alors c'est vrai que ce propos que je tiens, que j'ai toujours tenu, que je continue à tenir, il semble être réactionnaire par rapport à ceux qui, qui ont la foi au destin commun etc. Mais vous savez, moi j'ai un engagement de syndicaliste que j'ai toujours eu, et nous c'est les faits qu'on analyse, et puis c'est la réalité. Une fois que vous avez signé un protocole d'accord, comment on l'applique derrière? Et nous, l'accord de Nouméa n'a jamais été appliqué comme il devait l'être. En tout cas, c'est ce qu'avaient prétendu les signataires indépendantistes, comment il devait être appliqué. Donc, on a vite compris que cette réalité politique, elle serait celle-là. Malheureusement, entre-temps, on a donné 20 ans. Des milliers d'immigrés sont venus s'installer dans notre pays. Ils ont pris les emplois, ils ont pris les logements, etc. Bon, c'est une litanie qu'on n'arrête pas de dire, mais c'est la réalité. Et puis donc, ce qui s'est passé hier au Congrès, ça continue. Puis maintenant, voilà, on prépare 2018 et j'espère que on fera changer tout ça après l'indépendance. Avec ce qui s'est passé donc et la création de l'intergroupe, c'est une première d'ailleurs dans l'histoire, création d'un intergroupe au sein du Congrès. Mais y a-t-il des craintes pour des textes qui ont été votés dernièrement? Il y a des textes par exemple sur la réforme fiscale, sur certains textes aussi. Y a-t-il des craintes d'un certain retour sur ce qui a été déjà voté? De toute façon, la majorité politique, elle fonctionne en fonction de ses intérêts du moment et de ce des perspectives qu'elle se donne. Donc cette majorité-là, elle va fonctionner comme toujours. Ils vont faire passer les textes qu'ils veulent puisqu'ils ont la majorité. Maintenant, nous, c'est de savoir dans quel camp on se trouve, et puis ensuite d'arrêter de se faire des illusions vis-à-vis de cette majorité pro-colonialiste. Et puis, mais les choses au moins, elles auront le mérite d'être claires, qu'on arrête de se fourvoyer dans ce fameux truc du destin commun. Il faut arrêter de déconner là-dessus. Et justement, donc, par rapport à l'avenir du pays, passons justement à ce qui est important pour l'avenir du pays. Il y a eu un rassemblement des indépendantistes et nationalistes hier sur la question de l'inscription automatique des Kanaks sur la liste électorale référendaire. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette manifestation hier? Il y a eu beaucoup de jeunes. Ah oui, mais c'est essentiel. Cette mobilisation est essentielle, et j'y reviendrai par la suite. Mais je voudrais d'abord saluer toute cette jeunesse qui est venue, cette jeunesse qui croit dans ce qu'on fait, parce que voilà, c'est un sujet de mobilisation légitime des Kanaks. Et ces jeunes-là qui sont rejetés de tout,
du système scolaire qui n'est pas adapté, donc échec scolaire. Qui dit échec scolaire dit pas prêt, n'ayant pas les diplômes pour l'économie, pour travailler dans cette économie qui comment dire, qui fait une course en avant, et c'est toujours des profils professionnels toujours de plus en plus hauts. Donc échec scolaire, pas d'emploi, et donc s'il n'y a pas d'emploi, eh ben il n'y a pas de logement, il n'y a pas tout ça. Et donc, évidemment, à un moment donné, nos jeunes, ils se sentent marginalisés, rejetés de cette société. Alors, le mouvement indépendantiste, quel est l'espoir le plus fondamental que le mouvement indépendantiste a fait porter chez cette jeunesse? Eh ben, c'est l'idée d'indépendance, de liberté, et d'une prise en charge par nous-mêmes de notre réalité, de nos problèmes. Et malheureusement, depuis des années, c'est cet accompagnement avec plein d'illusions de ce que cette société elle peut nous amener avec l'accord de Nouméa. Mais voilà, cette jeunesse, elle a eu besoin de s'exprimer, et donc aujourd'hui, elle a montré qu'elle existe, et ce n'est qu'une petite partie. Beaucoup de jeunes n'ont pas pu venir à cause des moyens de déplacement, etc. Mais je suis certain que partout dans notre pays, partout en Kanaki, les jeunes, ils étaient prêts à se lever donc pour ce genre de mobilisation. Alors, quel était le mot d'ordre principal de cette mobilisation? Eh bien, c'est l'inscription automatique de tous les Kanaks et sans condition sur la liste du référendum. Et ce qui accompagne donc cette revendication essentielle, c'est la dénonciation de la fraude électorale qui continue à se passer dans les mairies du Grand Nouméa en particulier depuis des années, et qui fausse justement les résultats électoraux depuis longtemps. D'ores et déjà sans cette fraude électorale, mais les indépendantistes seraient aujourd'hui majoritaires au Congrès, parce que les résultats dans le Sud seraient différents. Ici, participent au vote provincial des milliers de gens qui n'auraient jamais dû être inscrits. Et c'est ça la fraude électorale qu'on dénonce depuis des années. Et je profite encore pour saluer le formidable travail de ces petites mains là, de ces personnes là, qui ont travaillé sur les listes électorales depuis des années, tout le temps, et qui aujourd'hui nous permettent, à nous responsables politiques, qui sommes les porte-parole de cette masse indépendantiste là, chaque responsable est un porte-parole. Donc moi, j'en suis un, et donc je dis aujourd'hui, ça nous permet donc de dénoncer cette fraude électorale. Et donc ça, c'est un point. D'ailleurs, si les experts de l'ONU, dans leur rapport, ont parlé justement des listes électorales, c'est bien parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, sinon ils ne le diraient pas. Donc la fraude électorale massive, donc ça, c'est un point sur lequel il faudra sans doute y revenir. J'ouvre une parenthèse pour préciser que nous, le politiquement clos, ça a été vraiment pour nous quelque chose qu'on n'a jamais accepté. Et d'ailleurs, on l'a dénoncé tout de suite, et on s'est inscrit là-dedans. Le rassemblement indépendantiste et nationaliste s'est levé pour dénoncer tout ça et pour dire que non, la fraude est là. Les listes électorales, elles sont pas sincères. Non seulement les listes provinciales, mais la liste du référendum n'est pas sincère. Et dans ces conditions, comment pouvons-nous aller sereinement au référendum? Alors ça, c'est le point concernant la fraude. Maintenant, il y a quand même le point énorme, essentiel, c'est la question de la présence des Kanaks sur la liste qui va se prononcer au référendum. Je reprends ce que l'une de nos responsables disait hier, qui est très très juste d'ailleurs, c'est Olga Nassélé qui disait mais le référendum d'autodétermination, ça nous appartient à nous colonisés. Et c'est vrai. Il y a que nous colonisés qui avons ce privilège de nous prononcer pour un scrutin d'autodétermination. Alors c'est vrai que ici, on a considéré que suite à Nainville-les-Roches et le fait qu'on est ouvert aux victimes de l'histoire, on est reconnu les victimes de l'histoire, on leur a ouvert aussi cette possibilité de participer avec nous au scrutin d'autodétermination. Je pense que nos anciens et puis les responsables politiques, ils l'ont intégré ça.
les accords successifs ont intégré ça aussi. Donc, on a été très loin quand même dans l'ouverture. On a été très loin dans l'ouverture. Donc, si aujourd'hui, le Kanak, il ne peut pas participer sur cette autodétermination, non seulement on a fait l'ouverture, mais en plus, on nous confisque ce droit à l'autodétermination. Et ça, c'est absolument inadmissible et c'est inacceptable. Nous, on l'accepte pas. Et donc, nous, on continuera à appeler, à mobiliser sur cette question-là, et on sait que le peuple sera avec nous pour ça. On l'accepte pas. Chaque Kanak, je dis bien chaque Kanak, colonisé dans notre pays, il doit pouvoir se manifester, il doit pouvoir exercer son droit à l'autodétermination. Comment le faire si il n'est pas présent sur la liste qui est prévue donc pour le référendum d'autodétermination? Comment vont faire ces 25, voire 30 ou plus, 25 000, 30 000 ou plus de Kanaks qui ne sont pas inscrits sur la liste référendaire? Mais c'est scandaleux, c'est une situation qui est scandaleuse. Et je m'étonne que ce soit le petit Rhin, Rassemblement indépendantiste et nationaliste, qui soit seul à s'élever contre ça. C'est inadmissible et c'est inacceptable. Moi, je suis l'un des porte-parole du Rhin et je dis c'est inacceptable et on continuera à se mobiliser. Alors l'État fait ce qu'il veut, l'État fait ce qu'il veut. On dit qu'il y a du travail qui se fait en ce moment. C'est de la foutaise. La foutaise, je rappelle que c'est l'État qui avait la charge donc des listes électorales jusqu'au transfert de compétences. Quand on voit le méli-mélo, le bric-à-brac des listes électorales, ça montre quoi? Ça montre que l'État n'a vraiment pas fait son travail. Parce que l'État, pendant que nous, on était encore en train de réfléchir sur les accords, l'État voyait déjà la sortie des accords. Et donc, c'est pas par hasard s'ils ont fait comme ça. Donc, ils ont un passé colonialiste, l'État colonial français, ils ont un passé colonialiste, ils l'ont démontré depuis plusieurs siècles, dans d'autres pays. Donc, nous, faut pas qu'on soit des naïfs à croire que ils vont jouer le jeu. Et on le voit bien sur la liste électorale. Et je voudrais bien revenir là-dessus parce que je crois que c'est important que les gens comprennent à quel point il peut y avoir un cynisme, je dirais, voire un cynisme d'État concernant les listes électorales. Donc j'en ai parlé hier devant Léo Saria. Je disais que, pourquoi on parle de fraude? Pourquoi on parle de fraude? Alors j'ai raconté comment que ça se passe dans les commissions administratives spéciales. La commission qui se réunit chaque mois de mars pour contrôler les listes électorales, contrôler les inscriptions qui se sont faites l'année précédente jusqu'au 31 décembre. Donc après la mise en ordre des listes, tout ça, au mois de mars, s'ouvre le contrôle des listes électorales à travers les commissions administratives spéciales. Comment est composée cette commission? Alors il y a un représentant indépendantiste, un représentant non indépendantiste, le représentant de la mairie, le représentant de l'État et un magistrat. Donc, face à un indépendantiste, il y en a 4. Et ces 4-là, en général, ils votent toujours ensemble. Supposons qu'il y a un magistrat qui a des états d'âme et qui dit « Non, mais moi, je ne veux pas voter comme ça », il y en a toujours 3 contre 1. Alors, cette composition-là, il faut que les gens le comprennent bien. Donc, quand il y a une inscription que le représentant indépendantiste juge pas conforme, déjà par le lieu de naissance, à un moment donné, tout le monde parlait de ces lieux de naissance. Oh là là, mais il n'est pas né ici, celui-là. Alors, on va contrôler. Ou bien, il n'était pas sur la liste l'année dernière. On va contrôler. Et donc, quand on contrôle, on soulève le problème. Donc, à un moment donné, comme il y a litige, comme le représentant de la mairie... On vote. Comme le représentant de la mairie insiste pour dire non, c'est une bonne inscription, alors la commission passe au vote. Toujours. À chaque fois, le vote, il est en faveur de l'inscription. Même si elle est mauvaise. Ça veut dire que le vote de la commission valide l'inscription. Après, il reste quoi? Il reste le recours auprès du tribunal. Et les milliers de recours qui ont été engagés par les indépendantistes ont toujours été rejetés. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la charge de la preuve. La charge de la preuve appartient à celui qui fait le recours. Mais comment vous allez faire la charge de la preuve si vous n'avez pas les dossiers de la mairie? Parce que la mairie ne communique pas. Donc, les recours, on a toujours été déboutés au niveau des recours. Sauf une fois. Et ça, je voudrais le souligner parce que c'est quand même important. Sauf une fois où les dossiers ont été communiqués sur demande du Auxerre. Et donc, quand le tribunal a eu les dossiers de la mairie, tous les recours ont été jugés recevables et les inscriptions rejetées.
Le même haut commissaire, il fait un recours parce qu'il a sans doute eu de la hiérarchie gouvernementale. Il a dû se faire taper sur les doigts et on lui a dit, bon, ben, il faut faire maintenant un recours auprès du Conseil constitutionnel. Le retour du Conseil constitutionnel, c'était que, il n'avait pas communiqué les PV de la mairie et donc les requêtes ont été rejetées. Et donc voilà, alors quand je parle d'un cynisme d'État, c'est parce que vous avez donc toute une organisation qui est supposée être juste, qui est supposée, préserver donc l'intégrité des choses. En fait, vous avez une décision administrative qui est déjà faussée par ce vote, et c'est ensuite derrière validé par un système judiciaire qui est conçu pour ça. Ne nous faisons pas d'illusions, c'est conçu pour ça. Et donc, on a là, avec le recours qui s'est passé là et qui a prononcé donc suite à la communication des PV, c'est bien la preuve qu'avec les PV qu'il y a à la mairie, on peut avoir donc toutes ces inscriptions qui avaient été validées annulées normalement. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, avec ce que vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faudrait peut-être aussi que ceux qui ne sont pas inscrits, notamment les Kanaks qui veulent s'inscrire, ou plutôt qui doivent voter l'année prochaine, faudrait peut-être aller voter dans les communes indépendantistes, etc. Mais voyez-vous, ça c'est une anomalie qu'il faut souligner, quoi. Normalement, les jeunes qui arrivent à l'âge de 18 ans, ils sont inscrits automatiquement. Normalement, tous les jeunes, ils sont inscrits automatiquement. On trouve, mais beaucoup de nos jeunes Kanaks qui sont pas inscrits sur les listes, ou alors ils sont inscrits sur le tableau annexe. Qui sont sur le tableau annexe, alors que ce sont des Kanaks qui sont nés ici. Ça, ce sont des indices qui révèlent quoi? Qui révèlent donc toute cette organisation-là qui est mise en place depuis des années, parce que ça, ils l'ont bien compris dans les mairies du Grand Nouméa. Ils l'ont bien compris. Et donc, c'est une organisation qui est mise en place depuis des années, pour faire en sorte que il y ait beaucoup de Kanaks qui ne soient pas inscrits. Alors, mais ça ne devrait pas porter jusqu'au chiffre de 25 000, mais vous vous rendez compte un peu? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que volontairement, on n'a pas inscrit les gens, qu'on les a laissés de côté. Et puis, donc maintenant, on fait quoi? On fait deux choses. On fait appel aux gens de s'inscrire, de vérifier s'ils sont inscrits, s'ils ne le sont pas, qu'ils s'inscrivent. Et puis, par ailleurs, on exige l'inscription automatique de tous les Kanaks. Donc ça veut dire qu'il y a une légitimité historique qui fonde une légitimité politique et qui fonde une légitimité juridique. Donc de l'inscription automatique à cause de notre histoire. Et d'un autre côté, il y a ce travail de fourmi qui est fait par les gens à chaque manifestation que l'on fait. Vous l'avez vu hier. Il y a des gens qui sont sous une tente là avec des listes là, et puis les gens peuvent vérifier et donc faire les demandes pour être inscrits. En tous les cas, avec ce qu'on a évoqué, il faut continuer donc à dire et à dénoncer ce qui se passe par rapport à la fraude, mais aussi à dire qu'il faut inscrire automatiquement les Kanaks sur cette liste pour l'autodétermination, pour le référendum l'année prochaine. Mais il est important de se mobiliser. On est là pour ça, les indépendantistes, on est là pour ça. Et tous les responsables politiques devraient se mobiliser pour ça. Donc je ne veux pas revenir sur des propos qui m'avaient choqué à un moment donné, quand il y avait des responsables politiques qui se permettaient de dire que non, il ne faut pas l'inscription automatique, il faut passer par l'inscription, par la procédure normale, etc. Mais moi, en moi-même, je me disais, mais où est ma condition de coloniser dans ce cas-là? Et je reviens à ce que disait Olga hier. Mais où est notre droit à l'autodétermination quand on parle, quand on se permet de dire des choses comme ça? Alors il faut un peu de mesure. Moi, je dirais qu'il faut un peu de mesure quand on évoque ces choses qui sont très sensibles. Et puis, donc, il faut surtout de la volonté, de la détermination. Moi, je crois qu'à travers le Rhin, moi, je souhaite pas que ce soit que le Rhin, mais que tout le monde, que tous les responsables politiques, que tous les partis se mobilisent sur ces questions-là, parce qu'on a encore du temps avant le référendum. Qu'est-ce qui va se passer si les listes ne sont pas sincères? Parce que ce sera clair, il y aura 25 000 Kanaks. Qui c'est qui va aller au référendum s'il y a 25 000 Kanaks qui ne sont pas inscrits? Le résultat, il est déjà faussé. Par contre, si les 25 000 Kanaks qui sont inscrits, alors là, il est possible qu'on débouche sur l'indépendance. Et c'est sans doute ça la raison
principale, la raison même, je dirais fondamentale, pourquoi il y a cet écart d'inscription. C'est justement pour éviter que les Kanaks, qui sont majoritaires numériquement dans ce pays, qu'ils aient aussi la majorité électorale lors du référendum. Vous avez parlé du Rassemblement indépendantiste et nationaliste, donc du RIN. Qu'est-ce qu'il va faire dans les prochains jours ou dans les mois à venir? Alors d'abord, on fait un bilan. Mardi soir, c'est notre réunion hebdomadaire. Et puis, je crois que ce qui s'est passé le 26 octobre 2016 et ce qui s'est passé hier, ça va nous inciter à faire quoi? Encore plus de mobilisation, encore plus d'informations. Et puis, je pense qu'on a des rendez-vous à venir. Et il semblerait qu'il y ait le premier des ministres qui va arriver en fin d'année. Voilà. Donc, on va lui porter aussi un cahier de revendication à celui-là. Et puis, on verra bien si cette nouvelle majorité politique en France, va traiter de manière honnête et sincère les Kanaks qui ont été des signataires des accords avec l'État français. Vous avez parlé de la jeunesse, on a évoqué la jeunesse tout à l'heure, donc peut-être un encouragement à cette jeunesse de s'intéresser à ce qui se passe sur le plan politique et institutionnel de ce pays. Mais on a un devoir de responsabilité vis-à-vis de cette jeunesse, parce que on l'a engagé dans la revendication politique, on l'a engagé dans les accords. Mais le devoir de responsabilité, c'est pour faire en sorte que cette jeunesse, elle ne soit pas laissée de côté. On peut pas évoquer la jeunesse kanak et simplement dire ce sont des délinquants, ce sont des gens à qui on ne peut pas faire confiance, etc. Ça, il faut arrêter. Et encore moins de la part des responsables politiques indépendantistes, qui fustigent la jeunesse kanak. Ça, il faut arrêter ça. Faut arrêter. Sinon, tous nos jeunes, ils aspirent à quoi? Ils aspirent à être comme les autres, ils aspirent à être bien dans leur pays. Bien dans leur pays, c'est comme ailleurs, les pays qui sont devenus indépendants. Et puis c'est d'avoir un travail, de fonder une famille, d'avoir un logement décent, etc. Mais ils aspirent à ça. Ils aspirent pas à être rejetés de l'école, rejetés du travail. Et puis après, ils sont là, ils vont faire quoi? Ils vont continuer à dire oui, merci, vive la France. Non, il y en a qui se révoltent. Et puis, mais pour moi, c'est pas des délinquants. Ce sont des gens qui se révoltent contre une société qui les a oubliés. Et je profite de ce temps d'antenne pour pas les encourager à faire des mauvaises choses, pour les encourager à dire qu'il faut lever la tête, il faut pas avoir peur. Et donc, en tout cas, pour ce qui concerne beaucoup de responsables politiques, on travaille, on milite, on parle pour changer les choses en leur faveur, parce que c'est eux qui vont gérer l'avenir de ce pays. Monsieur Reguet, on arrive pratiquement au terme de cet entretien. Un mot sur les 70 ans de Louis Callot et de l'AICLF qui a été fêté la semaine dernière du côté de Païta. Peut-être pour terminer notre émission, c'est avec cela que je vous propose de dire un mot là-dessus. Oui, merci. Bon, d'abord, je regrette de ne pas avoir été invité à cette commémoration. Je m'en suis ouvert d'ailleurs à des responsables politiques de l'Union calédonienne que je connais. En tout cas, c'est très bien d'avoir célébré ça. La création de l'AICLF et de Louis Callot, c'est quand même dans l'histoire des Kanaks, c'est l'accès aux responsabilités institutionnelles, c'est l'ouverture. C'est grâce à ça que l'Union calédonienne a été fondée ensuite, et que c'est à travers l'Union calédonienne que ces vieux-là, ils ont commencé à défendre leur vie dans les institutions. Et donc, je voudrais saluer tous ces vieux-là, tous ces vieux-là qui ont été l'émanation d'une souffrance vécue pendant des décennies. Auparavant, c'était quoi? C'était le régime de l'indigénat, etc. Donc ces vieux-là, ils se sont levés. Nous, on leur dit merci. Mais la meilleure manière de les remercier, c'est de continuer leur combat. Et en tout cas, nous, on s'y engage. Voilà, merci. Monsieur Reguet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bien sûr, merci aux auditeurs de nous avoir prêté attention pendant cette demi-heure. Merci à toutes et à tous.